Bienvenue sur votre podcast Au cœur du réseau, le rendez-vous mensuel pour découvrir des parcours hors du commun. On démarre dès à présent avec Maëlys Jacquin, promo 86, qui vous présente l'invité du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Munier, qui est donc directeur général délégué de la société Imagreen et qui donc va nous présenter aujourd'hui un sujet autour de la finance et de l'agroécologie en répondant à la question de comment s'emparer de la finance pour faire évoluer le métier d'agriculteur en prenant l'exemple de l'agroécologie, en espérant donc que ce sujet va pouvoir être développé et que vous en ressortiez en ayant bien mieux compris cette adéquation entre l'agriculture, la finance et aussi l'agroécologie qui nous intéresse aujourd'hui. Bonjour Antoine, je te laisse la parole. J'indique juste que pendant ta présentation, si vous souhaitez poser des questions, vous utilisez bien entendu le chat pour poser vos questions. Je les récolterai en fin de présentation, au bout d'une petite demi-heure, et je poserai les questions. Voilà, je vous remercie et je te laisse, Antoine, démarrer le sujet du jour. Bonjour à tous, je suis enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Je garde de très bons souvenirs de Purpan. Et évidemment, je vois quelques noms connus dans les participants, donc je salue tous ceux que je connais. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Et Maëlys m'a gentiment proposé de venir présenter mes modestes actions en faveur de l'agriculture. Ne me laissez pas seul, posez des questions dans le chat. J'essaierai d'y répondre soit en cours si je les vois, soit à la fin. Je vais prendre un temps assez court. L'idée, c'est plutôt d'essayer de vous apporter matière à réflexion. Et puis, évidemment, toujours un grand plaisir d'échanger avec les Purpanais. Et merci à Purpan Alumni pour l'organisation. Parfaitement rodé. C'est très agréable pour ceux qui voudraient me suivre. Ça marche très bien. Donc aujourd'hui, oui, Maëlys m'avait interpellé sur un certain nombre et notamment ma présence sur les réseaux sociaux, sur lesquels je me pose beaucoup de questions sur ce que doit devenir l'agriculture. Et je me pose des questions à travers des cas extrêmement concrets. Comme vous le savez, Purpan forme des gens qui aiment bien avoir les mains dedans. Et donc, c'est comme ça que je me définis en disant comment faire le lien entre Paris, les ministères, les fonds d'investissement dans le 8e et l'agriculture. Le pas est grand, mais c'est ce qui me plaît parce qu'il y a des vérités de chaque côté et comment les faire coïncider, les faire se rencontrer. Donc ça, déjà, c'est l'objet un peu de passion, voilà, et puis que j'essaie de faire de façon extrêmement modeste, mais à travers des vrais outils, des vraies choses, et pas se contenter de commenter et de publier, mais aussi rentrer dans des plans d'action. Aujourd'hui, on avait envie, avec Maëlys, en partageant, de vous expliquer ce que moi j'observe sur l'agriculture. Encore une fois, c'est un point de vue qui est forcément subjectif, qui est celui d'aujourd'hui. On est le 9 janvier et il serait peut-être différent dans 6 mois ou dans 12 mois. Et il était différent il y a 6 mois, ça je peux vous l'assurer. Et il évoluera encore. Et je pense aussi qu'il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qu'il y a plein de bonnes initiatives, etc. Donc je ne me positionne pas pour ou contre, mais je me positionne plutôt comme étant un des acteurs au cœur de ces changements du monde agricole et au cœur aussi de demandes qui émanent de la société civile au sens très large vers le monde agricole. Et j'ai introduit à mon propos comme ça. J'avais un échange sur les réseaux sociaux avec un acteur qui me dit l'agriculture doit produire de la nourriture. Je ne suis pas sûr que ça soit ça que la société demande aujourd'hui à l'agriculture. On a beaucoup d'autres choses à produire que de la nourriture et de l'alimentation et des protéines, même si on le met dans une extension végétale, animale. On a aussi les services écosystémiques qu'on rend depuis longtemps. On a aussi du captage de CO2. On a aussi des demandes concernant le paysage. On a aussi du partage d'usages fonciers, etc., qui sont des demandes qui pèsent sur l'agriculteur. Et donc, je crois que l'agriculteur nourricier, c'est une image qui a été un peu forgée suite à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il fallait nourrir les Français. Et c'est une image assez récente, en fait. Je commencerai par ce propos en disant finalement, l'image de l'agriculteur nourricier que j'entends beaucoup dans la bouche des agriculteurs, c'est une image qui est une image post-1945, qui est très récente, en fait. Avant ça, l'agriculteur, c'était un job, il fallait produire pour gagner sa vie, et notamment produire sa nourriture, produire celle de ses assistants, de ses auxiliaires, chevaux, bœufs, etc., et produire aussi celle qui permettait de garantir une sécurité politique, donc laisser une partie de la production aux seigneurs, au système de police, au système politique et au système de santé, qui était quand même relativement fin. Ce que fait Imagreen, en quelques mots, on est une société de 120 personnes, j'en suis associé, on est là pour faire évoluer les gens sur la transition. C'est une société qui a 12 ans, on fait du recrutement,
sur les métiers de l'environnement. On fait du recrutement pour des gens de l'environnement qui viennent travailler dans les structures qui ne sont pas de l'environnement. On fait tout ce qui est diagnostic et mesure, évidemment, les bilans carbone, les fresques du climat et consorts. Mais notre idée phare, c'est quand même de penser que les modèles d'affaires doivent changer. Et si je donne un exemple très précis de ça, qui s'éloignera un peu de l'exemple qu'on a, quoique il faudra en débattre, on a accompagné Kiabi sur la mise en place d'un système de location pour les femmes enceintes, de location de vêtements. Et évidemment, quand on dit ça, ça paraît très anecdotique, mais en fait, ça change tout, parce que ça change la façon de concevoir le vêtement, qui ne va plus se déformer selon le profiling de la femme enceinte, mais qui va au contraire s'adapter, etc. Et ça change la qualité des matières mises en œuvre, et ça change la possibilité aussi de mettre beaucoup plus d'argent sur le vêtement, puisqu'il n'est pas vendu. Il faut au contraire qu'il devienne extrêmement durable. Et donc, ça change tout, en fait. Et voilà ce qu'on se plaît à faire tous les jours au sein d'Imagreen et à la tête de ces 120 personnes. Et moi, plus spécifiquement, je m'occupe d'essayer de faire collaborer la structure de façon intelligente, ce qui n'est pas toujours une mince affaire avec 120 collaborateurs. Je ne vous fais pas de dessin. Et puis, on a 6 bureaux en France pour être au plus près des territoires parce qu'on est extrêmement girondin. On aime bien les territoires et on veut absolument, on veut absolument être au plus près. Et bien sûr, Philippe, oui, tout à fait. Il y a évidemment l'énergie, les énergies renouvelables, la production, que ce soit à travers des systèmes plus ou moins orientés biomasse, type méthanisation, ou beaucoup plus intensifs avec des éoliennes, des panneaux solaires. Et vous suivez, pour certains d'entre vous, j'imagine, les débats à l'Assemblée nationale en ce moment même. Déjà, moi, j'ai un problème avec la définition d'agriculteur. C'est-à-dire que quand je demande à mes proches qu'est-ce qu'un agriculteur, on me répond, et pour moi, il y a deux facettes de la même pièce de monnaie qui sont évidemment, en premier lieu, un agriculteur, c'est un métier, c'est des actions, c'est une expertise technique pointue, c'est un espace de travail potentiellement, c'est une finalité. Et donc, c'est un job. Et ça, déjà, on le dit assez peu souvent. Et dans le sens inverse, ce qui ressort très souvent quand on parle d'agriculteur, c'est le fait d'être un propriétaire, d'être un fermier éventuellement. Et en fait, il y a une vision très vite capitalistique qui apparaît, alors que je peux vous assurer que sur la population active en France, 27 millions de personnes, il y a très, très peu de personnes qui sont propriétaires de leur outil de travail. Et ça viendra à très peu de personnes le fait de dire, bah, tiens, je suis guichetier à la Poste et la Poste ne m'appartient pas. Et l'agriculteur, en fait, confond ces deux notions-là, sachant que c'est un truc hyper français. Hein. Pour le coup, j'adapte vraiment, et j'ai roulé un petit peu ma bosse dans d'autres pays. On est hyper français par rapport à ça, et on le voit, et il y a une implication de cette définition très franco-française qui mêle à la fois le métier et à la fois la question de la propriété vis-à-vis de la façon dont s'opère le contrôle des transmissions, vis-à-vis du droit rural, vis-à-vis des baux, etc., sur lesquels il y a des implications immédiates qui fait qu'aujourd'hui, il y a des résultantes observables, objectives, qui sont que les terres agricoles en France valent très peu cher. Valent très peu cher si on regarde l'Espagne, si on regarde l'Italie, si on regarde la Hollande, l'Allemagne. Tous ces pays-là ont des terres du foncier agricole qui n'est pas plus productif que le nôtre, voire plutôt moins, mais qui est plus cher en termes de prix. Et on arrive facilement sur des prix qui sont 4-5 fois plus élevés qu'en France sur des terres de valeur agronomique équivalente. Et donc, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Je ne sais pas. Ce qui est certain, et ce que moi j'observe, c'est qu'aujourd'hui, typiquement sur le secteur de la vigne, la finance est arrivée. Et en fait, la finance est arrivée à pas de loup, à montrer patte blanche en passant à travers les systèmes de contrôle, etc. Et on le voit sur la loi Sans Passe Tous, là, qui régule maintenant les transferts de parts de société. Mais la finance est là. La finance à la porte, la finance gratte, et la finance s'intéresse à l'agriculture. Et on le voit aussi avec des exemples beaucoup plus concrets. Hein. Bill Gates est le premier propriétaire foncier aux États-Unis. Il y a des Bill Gates en France qui sont un peu moins balèzes que lui d'un point de vue finance, mais qui sont là. Ensuite, les Chinois, évidemment, aussi sur le vignoble bordelais. Ensuite, pour moi, il y a une complexité forte sur la partie finance, parce que la finance, c'est un gros mot quand on parle d'agriculture. C'est forcément un gros mot. Et moi, j'entends beaucoup d'agriculteurs qui disent « Non, mais la finance, ce n'est pas mon truc. Moi, c'est le crédit agricole, et puis c'est tout, il s'occupe de tout, etc. » Et ce qu'on voit assez facilement, c'est que les systèmes de financement qui sont connus sur l'agriculture sont assis sur des garanties physiques, que ce soit sur les biens, le parcellaire, ou que ce soit sur le leasing de matériel. Moi, je vois des agriculteurs s'engager sur la méthanisation, par exemple, en gageant leur ferme. Ça veut dire que si le projet ne se passe pas comme prévu, ils vont perdre leur ferme, et ils jouent avec la ferme. Et ils hypothèquent leur ferme, ou ils prennent une garantie dessus, ce qui est à peu près la même chose. Et on n'a pas cette notion de taux de retour sur investissement. Alors évidemment, elle n'est pas très présente en agriculture, parce que souvent, le taux de retour sur investissement est extrêmement faible. Moi, je ne suis pas issu du milieu agricole de naissance. J'en ai fait connaissance à travers mes études à Purpan notamment. Et en fait, c'est une notion qui est méconnue. Et moi, je m'étais amusé à faire leur taux de retour sur investissement sur une ferme
dans lequel j'étais en stage sur l'Aubrac, je crois que j'avais calculé que ça a rapporté à peu près 1%, juste sur le taux de retour sur investissement par rapport au capital immobilisé. Et en plus, les mecs bossaient. Donc, autant vous dire qu'il vaut mieux mettre sur le livret A. Et donc, il y a cet aspect de taux de retour sur investissement qui est vraiment très peu connu, voire inconnu, et qui n'est pas demandé par les banques, contrairement à d'autres secteurs d'activité. Donc, on a une bancarisation, une financiarisation, qui est très proche d'une personne physique. Et de nouveau, je vous invite à lire la définition, parce que pour moi, ça renvoie à cette définition-là, sur laquelle, finalement, on pense l'agriculture comme étant une personne physique, ce qui n'est pas forcément la bonne définition, parce que si on considère que c'est un métier, on doit passer sur autre chose. Et puis, évidemment, l'agriculteur est exposé à de la variabilité des cours, à une volatilité forte. Et très souvent, j'entends des agriculteurs qui me disent « Non, mais ça, c'est le problème de la COP, ce n'est pas mon problème, etc. » Sauf qu'on l'a bien vu l'année dernière, on a vraiment un problème sur ces questions de volatilité, etc. On l'a vu sur la question de la fin des prix de l'azote qui a fortement augmenté. Dans le même temps, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut acheter de l'azote cher à condition de vendre sa production chère qui va sortir du sol, etc. Et donc, il y a une question de temporalité à gérer. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement comment on peut aller vers des stratégies individuelles de terme plus long, avec une appropriation des modes de financement de l'économie actuelle, donc la question du mode projet, la question du taux de retour sur investissement, en disant, si je mets 5 millions pour un méthaniseur, si je mets 2 millions pour acheter la ferme du voisin, si je mets 2 millions pour un nouvel atelier de transformation, qu'est-ce que ça va m'apporter et comment je vais le financer? Et éventuellement aussi partager le risque qui est assis forcément sur ces investissements un peu forts. Ça appelle aussi à la modélisation financière. Et pour le coup, je pense que certains d'entre vous ont peut-être des accointances avec le CER, mais qui a une vision extrêmement limitée. C'est-à-dire que mon comptable, ce n'est pas mon modélisateur financier. Moi, si je veux faire des investissements, et je suis investisseur, je ne vais pas voir mon comptable. Je vais voir des gens dont c'est la spécialité de construire des nouveaux modèles. Voilà. Et puis, la question de partenariat de la finance, c'est aussi de dire comment est-ce qu'on se partage des risques. Donc, typiquement, sur un méthaniseur, la vision qui est vue par l'agriculteur et le risque qu'il peut prendre, c'est la production, par exemple, de cultures intermédiaires ou c'est la production d'intrants dans le méthaniseur. C'est peut-être pas la machine, la techno elle-même, sur laquelle il n'a pas forcément son mot à dire. Il va en acheter un dans toute sa vie, etc. Je lis avec intérêt le fil de commentaires, je ne peux qu'abonder. Et oui, ce n'est pas nouveau la question du TRI, sauf que honnêtement, je le vois très très peu dans le monde agricole par rapport à ce que je fais tous les jours. Et donc, c'est une limite parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller voir le Crédit Agricole avec un business plan. Ça ne marche pas en fait. Le Crédit Agricole met votre business plan à la poubelle et vous fait un emprunt par rapport à ce que vous détenez. Voilà. Par rapport à ça, et si je rebalaye sur les attentes sociétales, moi je considère que l'objet agroforestier recouvre un certain nombre de thématiques qui sont intéressantes. Aujourd'hui, on veut moins d'intrants, donc on veut un meilleur équilibre entre les aides, les insectes, le cortège faunistique qui va nous permettre de gérer les adventices sur la parcelle, etc. On veut un meilleur équilibre sur la gestion de l'eau aussi. On voit bien avec les débats sociétals autour des bassines. On veut des paysages qui soient beaucoup moins vastes, beaucoup moins ouverts, les refermer un petit peu parce qu'on considère que ça a du sens. Ça a également du sens d'un point de vue stock de carbone et assurer une matière organique, un retour de matière organique au sol, etc. Et donc, l'agroforesterie couvre énormément de choses. Je passe un peu sur la définition que vous avez devant les yeux, que j'ai repris sur une source précise. Ce qui m'intéresse plus ensuite, c'est l'agroforesterie. En fait, je peux considérer une définition, mais si je veux rentrer dans l'exercice, quelle est la valeur ajoutée? Et donc, comment est-ce que je peux l'expliquer à un banquier? Comment est-ce que je peux l'expliquer à un financier, un financeur, un fonds d'investissement, etc. Donc, il y a des synergies qui sont l'ombrage, l'abri pour les auxiliaires, les retenues d'azote, etc. Il y a un système global sur lequel on additionne des productions et qui vont nous permettre d'augmenter la résilience du système agricole sur le parcellaire d'une ferme. Et puis, il y a une production ligneuse qui peut aussi être une couverture en termes de revenus, en termes de bois. Aujourd'hui, on voit l'importance du bois. Je n'ai jamais autant lu d'articles sur la question du bois de chauffage dans les médias que récemment. Et puis, en termes de nourriture, potentiellement pour les animaux aussi, sur lequel on trouve que les feuilles de frêne prennent une valeur particulière dès lors qu'on est dans des épisodes de sécheresse sur lesquels on a une production de foin qui peut être inférieure à ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur l'exploitation. Donc, c'est aussi des systèmes beaucoup plus résilients et ça apporte une valeur ajoutée. Et donc, il y a ces questions de revenus additionnels, de garanties, etc. Et c'est là qui sont effectivement, je reprends une remarque qui a été faite, ce n'est pas nouveau, on a toujours planté des peupliers pour le mariage de la fille, mais aujourd'hui, l'agriculteur ne le fait plus parce qu'il est hyper spécialisé sur la production agricole et plus du tout sur un système global. Donc aujourd'hui, l'agriculteur, il manie beaucoup moins de production, de façon générale, la polyculture a disparu, il manie beaucoup moins de production que ce qu'il pouvait faire par le passé. Et donc, typiquement, la parcelle de peuplier, aujourd'hui, je peux vous le dire, je travaille plus spécifiquement sur le peuplier, elle est en parfaite déprise parce que personne ne plante des peupliers pour le mariage de la fille. Et on a une déplantation, donc un écart entre ce qui est coupé en termes de peuplier et ce qui est replanté, qui est de l'ordre de 1 sur 2. On coupe 2 peupliers et on en replante un seul. Et donc,
La filière aval, la filière qui produit les cagettes, la filière qui produit les panneaux, etc., souffre de ça. Les garanties, la question que j'ai évoquée rapidement, et puis une croissance qui est potentiellement modélisable, sur laquelle on sait à quelle vitesse pousse un arbre. Et donc, on sait exactement comment va s'accumuler la valeur dans la tige d'arbre qui pousse. Donc, je peux regarder mon arbre pousser. En fait, je regarde des billets monter vers le ciel de façon très littérale. Et on est capable, en fait, d'apprendre ça. Voilà. Mais évidemment, la plantation d'arbres, la plantation de haies a un coût. Et donc, on n'est pas capable de passer par le financement classique qu'on connaît par rapport à ce que je l'évoquais avant sur des garanties physiques, etc. Ça serait un peu fou de devoir hypothéquer la ferme pour arriver à planter une haie, et ce n'est pas ce qui est fait. Donc, on a recours au mécénat, mais le mécénat, moi, je trouve ça, et je le dis tel que je le pense, de façon extrêmement forte, je n'ai rien contre le mécénat, mais je ne suis pas pour non plus, parce que je trouve que c'est vraiment distribuer des poissons et pas des cannes à pêche. On n'apprend pas aux gens à faire par eux-mêmes, on leur donne un truc qu'ils peuvent prendre. S'ils arrivent à maintenir la haie, tant mieux, mais il est possible aussi qu'on n'ait pas mis en place un système qui soit pérenne, sur lequel il y a une récurrence potentielle, etc. Et c'est là où la finance devient intéressante pour moi, et elle pose la question, c'est que la finance se pose toujours la question de la récurrence. La finance se pose toujours la question d'un taux de retour sur investissement qui influence la question de est-ce que ça sera reproductible. Si je fais mon rendement, évidemment, je vais recommencer l'opération parce que j'atteins mon attente, et cette attente, elle est permanente. Le taux de retour sur investissement, c'est une demande permanente des financiers. C'est une demande qui est effectivement extrêmement vieille, etc. Et donc, si je prends un exemple, on a une plantation pour les peupliers, ce que je vous ai mis en photo, qui est de l'ordre de 15 € par tige, plus des gyrobroyages, des élagages, etc., qui amènent à des coûts supplémentaires de 20 € par tige, et puis une vente à 18 ans qui peut rapporter de l'ordre de 80 € par tige. Et là, je parle par arbre pour essayer de vous donner une donnée la plus simple possible, puisque je parle plutôt de principe intellectuel. Et à ce moment-là, j'arrive à avoir un taux de retour sur investissement hors foncier qui est de 5,5%, que personne ne sait atteindre dans le milieu agricole ou que personne n'évoque jamais comme étant des rendements atteignables dans le milieu agricole. Et en plus, je peux potentiellement valoriser des crédits carbone sur des marchés volontaires qui vont me rémunérer en surcote et qui vont me permettre d'aboutir à des 7-8% de rendement. Donc, on voit dès lors, sur la base de ces exemples-là, qui est peut-être un petit peu théorique, mais pour autant, c'est des prix constatés aujourd'hui, c'est des prix de marché, que je sais faire des bons rendements par rapport à ce truc-là. Et vous allez me dire, pourquoi les gens n'investissent pas ? Parce qu'il n'y a pas d'outils financiers pour arriver à abonder dans ce sens-là. Oui, il y a des dégrèvements fiscaux potentiels pour des investissements vertueux, mais si ce n'est que des dégrèvements fiscaux, il faut quand même avoir le cash. Et donc, ça ne résout pas la problématique du cash. Et on sait très bien que le cash is king, comme disent nos amis américains, mais c'est spécialement vrai dans le milieu agricole sur lequel il n'y a pas beaucoup de liquidité. On a des cycles de 1 an, là je vous parle d'un cycle de 18 ans, et donc l'engagement du cash sur un cycle de 18 ans est extrêmement compliqué à prendre pour un agriculteur qui est habitué normalement à retrouver sa trésor au bout d'un an, ou en vigne au bout de 2-3 ans, voire en verger au bout de quelques années. Mais très souvent, en fait, on a quand même des horizons de temps un peu plus courts. Là, je propose un horizon de temps qui est court pour un arbre, mais qui est extrêmement long déjà pour la partie agricole. Et donc, on a cette notion de dire qu'il faut que les agriculteurs appréhendent le TRI, appréhendent le taux de retour sur investissement, sans quoi ils ne vont jamais déclencher cette solution-là. Et donc, de nouveau, je vous invite à considérer le 5,5% ou le supérieur à 5,5% que je vous affiche ici devant les yeux, qui devrait faire agir n'importe quel agriculteur. Il y a très peu d'agriculteurs qui peuvent prétendre ça sur leurs capitaux. Les agriculteurs sont en moyenne autour de 1, 2, 3, 4%. Par exemple, sur la méthanisation, nous, on va passer des projets sur lesquels les financiers se servent à hauteur de 12% par an de rendement. Et ça marche. Et je veux dire, c'est pas être bégueule de dire que ça marche. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'agriculteurs qui disent « Ah, 12%, c'est de la magie ». Non, non, c'est constaté, c'est réel et c'est mesuré. Et ça marche parce qu'il y a un certain nombre de prises de risques, etc. Plusieurs modalités pour la partie agroforestière du peuplier. Je vous ai présenté quelques images, quelques photos sur lesquelles on a différentes modalités, soit par rang, soit par double rang, en grande culture, en élevage, etc. En quinconce, en plein avec des bosquets sur des parcelles plus mouilleuses, en fond de parcelle, etc. Donc, on peut aussi mieux gérer son foncier, parce que typiquement, c'est vertueux à faire du maïs sur une zone qui est inondable et qui est inondée chaque hiver dans une parcelle agricole. Ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Et puis, de l'autre côté, on a une limite sociétale sur la parcelle drain, etc., qui ne permettra pas forcément de drainer aussi efficacement ce bas-fond que ce qu'on pouvait faire précédemment. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions aussi. Et donc, il y a différentes solutions qui peuvent s'imbriquer à l'échelle d'une exploitation agricole et sur lesquelles nous, on réfléchit, on travaille à l'échelle des exploitations qu'on est susceptible d'accompagner. Donc, voilà un petit peu comment moi je le vois, en fait, et je trouve qu'il y a un intérêt, en fait, au mariage de la carpe et du lapin, donc du financier et de l'agriculteur, et peut-être que l'agriculteur peut être financier et inversement, je ne dis pas que ça soit borné, mais il y a une personne physique qui conduit une exploitation agricole, et de l'autre côté, il y a une personne qui va réfléchir finance. Et oui, Maëlys, comme tu le soulignes, j'aimerais bien que ça soit le même, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas, et ce n'est pas forcément le cas dans les autres parts d'économie.
Moi, j'ai bossé dans l'industrie des énergies renouvelables. Les financiers, c'était des gens dans un bureau et moi, j'étais dans un autre bureau sur la partie exploitation. Donc, il y a aussi des questions d'équipe, etc. Et il y a aussi des questions de sortir de la solitude d'un exploitant agricole pour s'appuyer sur des conseils qui, eux, connaissent et détiennent cette expertise-là de pouvoir justement évoluer vers des terres, etc. Et encore une fois, je donne une limite sur les accompagnements classiques du milieu agricole sur lequel l'histoire agricole fait que le conseil est généralement gratuit ou peu coûteux sur le milieu agricole, ce qui est dommageable. Et moi, je dis toujours, et je suis très choquant là-dessus et volontairement provocateur, et je vais vous dire, je paye mes avocats 300 € de l'heure et je suis content de les payer 300 € de l'heure parce que je vous promets qu'ils les valent. Et je ne cherche pas le meilleur prix, je cherche la plus grande efficacité. Je cherche le plus fort taux de retour sur investissement. Et je cherche le plus fort même ROTI, Return on Time Invested, parce que ce que j'ai de plus précieux dans ma main, c'est mon temps. Donc voilà, et je suis en recherche d'efficacité. Je ne suis pas toujours, j'ai aussi du temps de famille, je vous rassure, je ne cherche pas à ce que mes filles poussent de façon efficace. J'en ai 3 et je n'y arriverai pas, donc c'est peine perdue. Et donc voilà, mais dans la vie financière, je cherche à ce que mes investissements me rapportent, ils soient efficaces, etc. Et donc on a une volonté, et je pense moi qu'il y a un appétit extrêmement fort de la part de nos concitoyens sur la partie finance verte et durable, sur la partie finance rurale. Donc les gens ont envie d'investir sur ces actifs tangibles, etc. Et je peux vous assurer que j'ai des gens, pas tous les jours, mais presque toutes les semaines au téléphone, qui cherchent des opportunités, qui cherchent à mettre de l'argent dans l'espace rural. Mais on a un foncier agricole qui reste peu accessible parce qu'il est contrôlé, parce qu'il est compliqué, parce que l'agriculture est une activité d'experts, etc., etc. Et donc, moi, je suis persuadé que si les terres étaient détenues par nos concitoyens, ce n'est pas idiot quoi, de faire posséder son outil de travail par ses consommateurs. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si idiot que ça, etc. Et je préférerais que ce soit des Français qui s'alignent dans des fonds d'investissement plutôt que ce soit des Chinois ou des Américains qui débarquent ou des Estoniens. Donc, dans ce que moi j'ai fait, en considérant que mes concitoyens, leur désir d'investir sur cette thématique-là était légitime, était porteur de sens aussi, et les rapprocher du monde agricole, et c'est peut-être aussi la soudure, parce qu'aujourd'hui, on avait l'habitude de dire, il y a 30 ans, tout le monde a un grand-père agriculteur. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et donc, comment est-ce que le Parisien, depuis 3 générations, se réapproprie l'espace rural? C'est peut-être à travers de l'investissement, parce que c'est peut-être aussi son métier d'investir, et donc ça donne peut-être aussi du sens à son épargne, etc. Et c'est probablement beaucoup plus sensé que d'aller acheter une part d'assurance vie chez son banquier, avec tout ce que ça engendre en termes d'investissement sur des activités qui détériorent l'environnement. Et donc, moi, je parle auprès de ces concitoyens-là. Et donc, on est capable d'organiser de la recherche de financement. Mais vous voyez bien que ça, c'est plus du tout le métier d'agriculteur. Alors, il y a des plateformes qui le permettent. Par exemple, Mimosa a sorti un bel outil à disposition des agriculteurs qui est susceptible d'apporter des finances, etc. Il y a cette question de modélisation financière, patrimoniale, fiscale pour les investisseurs, qui sont un autre métier. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui ont un peu de patrimoine, ils vont se tourner vers des conseils pour mieux gérer leur fiscalité et leur patrimoine. Et il y a une question d'optimisation de la connaissance sur lequel vendre des peupliers, ça ne sera peut-être pas le boulot du gars qui veut de l'agroforesterie sur sa ferme, de l'agriculteur qui veut de l'agroforesterie sur sa ferme. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte de faire filière et donc de dire chacun son métier, etc. Et je pense que ça répond aussi à la question qui s'affiche sur le fil d'Henri Didier. Effectivement, bien sûr qu'il faut tenir compte de l'équilibre des sols, bien sûr qu'il faut tenir compte des nappes phréatiques et des questions diverses et variées d'insectes, etc. Le point qui est crucial, c'est que l'expertise du sol, l'expertise du terrain, elle est détenue par l'agriculteur et il a ça à revendiquer. Et donc, pour moi, si l'agriculteur décide de passer à l'agroforesterie, je ne veux pas juger si c'est une bonne ou une mauvaise idée, c'est à lui de le juger pour sa propre ferme, sachant qu'on a des agriculteurs, et pour le coup, c'est ce que nos concitoyens ont du mal à comprendre, qui sont vraiment les garants des paysages. Je suis étonné par le débat farouche sur la question de l'agrivoltaïsme, parce que le gars qui va se taper les panneaux tous les jours devant lui, devant la fenêtre de la chambre, c'est bien l'agriculteur. Ce n'est pas le gars qui vient poser les panneaux et qui vient poser du capital. Donc, on a bien cette question-là de dire qui est garant de l'agronomie, de l'espace rural, etc. Donc, voilà un petit peu les choses. Et moi, j'invite vraiment les agriculteurs à sortir de la zone dans laquelle ils sont. Et c'est ce qu'on fait au quotidien dans les outils qu'on a mis en place. J'ai structuré 2 outils différents, et notamment une SAS Poplar qui vient investir chez des agriculteurs, personnes physiques, avec un contrat d'occupation du foncier qui contourne le bail rural. Donc, on a fait l'effort, en fait, sur le terrain légal de contourner, mais on joue un peu, entre guillemets, les accordéonistes là-dessus, parce que le bail rural me semble être un obstacle, justement, à ce qui me semble être désirable. Enfin, je pense qu'il est en retard, en fait, c'est trop conservateur.
et c'est notamment le fruit du syndicalisme agricole qui est toujours conservateur, les choix démocratiques sont toujours conservateurs, qui est garante potentiellement de la gestion technique et financière, au sens où il faut s'y connaître en peuplier pour planter des peupliers et prendre un risque sur la partie production des peupliers, et c'est peut-être pas ce que l'agriculteur a envie de faire, avec des contrats de 20 ans qui sont juste une bordée, on n'est pas mariés, on ne va pas passer notre vie ensemble, on n'est pas en train d'acheter du foncier, on est juste en train d'occuper ce foncier-là avec une production prévisible sur une vingtaine d'années. Et je me suis allié avec l'Association française d'agroforesterie là-dessus pour avoir accès aux agriculteurs, une capacité à me déployer sur le terrain et une connaissance fine du peuplier qui est d'un côté et de l'autre, etc. Et donc, ce que je veux réaliser à travers cet outil-là et ce que je cherche à faire, et ça c'est l'aspect philosophique, c'est que je veux pêcher devant les agriculteurs de façon à leur donner envie de pêcher. Et donc tout à l'heure, dans le fil de discussion, j'avais la question de comment est-ce qu'on influence les agriculteurs pour qu'ils fassent un tri. Si je leur explique que les fonds d'investissement qui investissent sur la méthanisation, ils gagnent 12% par an, ou que si les gars qui plantent des peupliers sur leur terrain, devant leurs pieds, ils gagnent plus qu'eux ne gagnent, potentiellement, je peux déclencher un appétit et le gars peut dire, quand je vends la maison de la grand-mère, plutôt que de me racheter plus de foncier, peut-être que je peux essayer de sortir un meilleur rendement sur le foncier, sur les outils que je détiens, etc. Et donc voilà la petite démonstration sur le fait de passer sur la divulgation de la recette, la canne à pêche et de pêcher devant eux, non pas pour leur filer la canne à pêche, mais pour qu'ils aient envie de s'en acheter une. Voilà, j'en ai fini mon court propos. J'ai à peu près tenu le temps qui m'était donné. Je relaisse la parole à Pure Point Alumni pour les prochaines échéances. Et puis après, je suis à votre disposition pour prendre quelques questions en plus si vous avez envie de poursuivre. Merci beaucoup à toi, Antoine. Très bonne présentation. Je n'étais pas la plus experte, mais j'ai bien l'impression que dans l'audience, il y avait des personnes beaucoup plus à l'aise avec le sujet. C'était passionnant. Ça ouvre aussi effectivement une vision beaucoup plus large de ce qui est le potentiel est énorme et espérons que ce genre d'initiative puisse donner envie aux agriculteurs de se tourner effectivement davantage vers la finance, en tout cas de se tourner vers un autre modèle pour aller chercher justement ce qui reste à faire pour construire demain et surtout se sentir en même temps revalorisés dans leur propre activité. Prochain rendez-vous pour tout le monde, c'est dans un mois, toujours entre midi et 2, avec donc Baptiste Andrieux, qui est cofondateur de Canopée Consulting, qui va nous parler lui aussi d'un sujet autour de la finance, sur le pourquoi et comment faut-il financer l'innovation pour soutenir la transition des exploitations agricoles. Donc, ça serait intéressant effectivement de poursuivre notre discussion d'aujourd'hui le mois prochain avec une autre vision sur une thématique à peu près identique. Voilà, donc vous avez sous les yeux tous nos autres rendez-vous, une fois tous les mois. Je vous invite à y participer nombreux, en espérant que cette réunion vous a plu. Je vous remercie de votre présence. Merci beaucoup à toi, Antoine, d'avoir donné du temps pour nous. Et je vous dis à tous à très bientôt. Au revoir et bonne journée.